le grand témoin de 7 ans de Bretagne cette semaine, c'est Daniel Cueff, le vice-président à la région Bretagne, en charge de la mer et du littoral. Alors Daniel Cueff, vous êtes l'un des référents écologistes de notre région, ça on le sait, et je ne peux pas m'empêcher de vous demander votre ressenti face à ces températures de ces dernières semaines. On était très nettement au-dessus des normales saisonnières. Oui, alors on le sait depuis longtemps que ça va arriver. Donc moi je suis d'une génération où il y a 25 ans déjà on disait qu'on allait avoir du réchauffement climatique. Il y avait le rapport Brundtland qui nous alertait, donc on savait. On n'y a pas trop cru, la société n'y a pas trop cru. Et là, on se retrouve quand même pour moi face à une surprise, c'est que nous nous attendions à ce réchauffement climatique, mais peut-être pas aussi rapidement et peut-être pas aussi fréquemment. Et je crois que le GIEC lui-même le dit, on s'est pas trompé sur le diagnostic, on s'est trompé sur le timing par contre. Et c'est vrai que là, pour le coup, notre société n'a plus le temps de la transition. Il faut agir très vite. Nous avions, il y a 25-30 ans, le temps de préparer la nouvelle société, la nouvelle économie, nouvelle façon de vivre. Et là, maintenant, nous sommes devant un mur. Et c'est ça qui est très, très difficile aujourd'hui, politiquement, de savoir comment on va faire pour pas désespérer tout le monde et puis pour résister à ces coups de butoir. Le nouveau dictateur, le dictateur actuel, c'est le climat. Il va nous imposer ses dictats. C'est un climat sans conscience. On pourra toujours manifester contre le climat, mais ça ne résoudra rien. Donc il va falloir qu'on s'adapte, il va falloir qu'on agisse, il va falloir qu'on trouve des solutions nouvelles. Et ça va être enthousiasmant dans un certain sens, parce que l'espoir est quand même là. On l'a vu tout à l'heure dans vos reportages. On ne lâchera pas. On ne lâchera pas la vie. On ne lâchera pas la vie en Bretagne. Donc ça va être à nous, citoyens et citoyennes, d'agir. Vous avez parlé du timing, mais il y a aussi l'ampleur. Là, on a mesuré jusqu'à 3 degrés supérieurs par rapport aux normales saisonnières. C'est très important. On ne parle pas de 0,5 degré, 1 degré. Là, on est vraiment sur des amplitudes très, très étonnantes. Oui, c'est ce qui était prévu par le réchauffement climatique. C'est de très grandes disparités. On peut avoir de très grands froids, de très grandes chaleurs, qui ont toujours existé pendant les périodes passées. Dans les siècles derniers, on avait toujours un été très chaud. Sauf que ces périodes exceptionnelles, anormales, vont être de plus en plus serrées. Donc là, peut-être que cette année, on va avoir deux étés de rang très très chauds. Peut-être que l'année prochaine, ça sera très très froid. Vous voyez, donc on est dans cette difficulté de ne plus savoir quelles sont les saisons, de ne plus anticiper. Pour un agriculteur, rendez-vous compte, il ne sait pas exactement qu'est-ce que va être le temps de la récolte, quand est-ce que doit être la période pour semer, etc. Donc tout devient extrêmement compliqué. Quel regard vous avez? Parce que souvent, on a le sentiment que en Bretagne, en France, peut-être en Europe, les gens sont concernés, font des choses pour améliorer la situation. A contrario, on voit certains autres pays où c'est un petit peu du n'importe quoi. Comment vous arrivez à mobiliser les troupes, sachant qu'à travers la planète, il y a certaines nations qui se sentent pas concernées ou qui font rien? Oui, c'est tout l'enjeu des COP, COP 21, COP 28, etc. C'est d'essayer que les États s'organisent pour prendre conscience du réchauffement climatique et prendre des décisions. Mais il est évident que la Chine, les États-Unis, l'Inde sont extrêmement concernés. C'est-à-dire que les efforts, nous devons les faire nous, parce que nous, en Europe, nous avons été quand même responsables du réchauffement climatique qui va pénaliser d'autres pays. Donc nous avons une responsabilité morale et aussi une responsabilité d'expérience en essayant d'atténuer notre propre empreinte énergétique notamment. C'est ce que la Bretagne doit faire à son niveau. Mais c'est vrai que nous aurons bien sûr les conséquences en Bretagne de choses qui se font ailleurs et qui vont avoir des impacts chez nous. Oui, quand on voit les feux de forêt du Canada qui arrivent jusque chez nous, c'est assez étonnant. Vous êtes vice-président de la région Bretagne, on l'a dit, Daniel Cueff, cela fait 2 ans que la mandature est en place. Il y a eu un accord programmatique pour envisager la question maritime centrale. La maritimité est l'un des enjeux forts de notre région. Oui, la Bretagne, c'est presque une île, 5000 kilomètres de côte, si on enlève la Loire-Atlantique. On devra un jour réintégrer. Donc si on regarde, la Bretagne, c'est souvent pensé ces dernières années, ces dernières décennies, loin de tout, en périphéricité. Vous voyez, on est un peu à la pointe de l'Europe, etc. Le Finistère, là où finit la terre.
On s'est pensé un peu loin. Mais si on regarde l'aspect maritime, on est au centre du monde. On est au centre du monde maritime. La Bretagne l'a été d'ailleurs par le passé. Et cette maritimité est extraordinaire parce qu'elle est une source d'écologie, elle est une source de transport écologique, elle est une source de ressources, en particulier halieutiques, mais aussi la ressource en vent, la ressource des marées, que l'on peut transformer en électricité. Donc nous devons nous repenser comme puissance maritime, je dirais, comme imaginaire maritime que l'on doit retrouver absolument dans l'action publique. On a encore plein de choses à se dire à Daniel Koeuf. Malheureusement, le chronomètre tourne trop vite. Après 12 ans de combat, les éoliennes en mer, en baie de Saint-Brieuc, sont en place. Il en va de la transition énergétique de la Bretagne. Oui, la Bretagne, si vous voulez, il y a plus de 40 ans, c'est plutôt opposé au nucléaire. Donc, mais nous avons une responsabilité historique, c'est-à-dire que nous avons une richesse, la houle, le vent, la marée au large de nos côtes. Cette énergie peut être transformée en électricité, qui peut être transformée en hydrogène. Et donc, c'est une richesse pour notre économie, c'est une richesse pour nos pêcheurs, c'est une richesse pour la décarbonation de notre maritimité. Donc nous devons utiliser cette force et cette richesse qui aujourd'hui, effectivement, après 12 ans de bagarre, va être une réalité puisque les premiers électrons vont être produits ce mois de juillet au large de Saint-Brieuc. Justement, on va parler de la pêche. Je sais que vous êtes fortement inquiet. Y aura-t-il encore des poissons dans quelques décennies ? Écoutez, quand on regarde les chiffres, on voit que la ressource s'est améliorée, c'est-à-dire que nous avons une reconstitution de la ressource grâce aux pêcheurs qui ont respecté les quotas fixés par la Commission européenne. On a encore des progrès, mais nous avons des expériences aussi extraordinaires, comme par exemple le parc marin de la mer d'Iroise, qui est un exemple que nous essayons de promouvoir au niveau international et au niveau européen en particulier, en disant voilà un territoire qui avait des difficultés sur la biodiversité et la ressource. Les acteurs se sont mis ensemble. Toutes les activités ont été maintenues, pêche, algues, tourisme, nautisme, toutes ont été maintenues, mais toutes ont été modifiées pour préserver l'environnement et la biodiversité. Résultat, le bar est revenu. Résultat, la langouste est revenue dans le raz de Seine. Donc c'est un exemple de gestion, je dirais, intégrée de la nature, où on dit que l'homme doit être dans la nature, l'homme doit vivre dans la nature. On ne doit pas mettre l'homme en dehors de la nature, l'empêcher d'aller pêcher, par exemple. Donc je pense que nous avons beaucoup de potentiel de maintien de la ressource. Mais après, il faudra des zones de pêche. Et là, nous avons une discussion internationale, européenne en particulier, pour que ne se réduisent pas justement les zones de pêche où il y a une tendance des écologistes, je dirais, non humanistes, de mettre justement en dehors de la nature les pêcheurs, les êtres humains, etc. Non, il faut que le pêcheur puisse être dans ces zones-là pour pêcher, quitte à changer les modes de pêche, quitte à avoir de nouveaux filets, quitte à avoir de nouvelles pratiques, évidemment, qui n'impactent pas ou qui impactent moins la biodiversité. Donc c'est un enjeu important. Et si on a du poisson, si on a des pêcheurs, encore faut-il qu'ils puissent pêcher. Et c'est là qu'est tout l'enjeu de la décarbonation des navires, parce qu'aujourd'hui, c'est le fuel. Le fuel n'est plus une énergie possible d'un point de vue climatique et d'un point de vue économique. Donc, il va falloir remplacer cette ressource pénalisante par une autre ressource. La stratégie de la région Bretagne, c'est plutôt l'hydrogène. Donc, c'est tout un travail que nous menons actuellement. Merci beaucoup Daniel Koeuf d'avoir été notre grand témoin de ce 7 en Bretagne. C'est ainsi que s'achève cette saison. Merci mesdames d'avoir été présentes chaque vendredi et chaque week-end, surtout pour l'ensemble des téléspectateurs de TVR, TBO et TB Sud. On vous souhaite un très bel été. Évidemment, on se retrouve à la rentrée.